Bonjour à tous, je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans et je vis à Angers. C'est une ville que j'adore, vraiment, douce, calme, avec ses rues pavées et la Loire qui la traverse paresseusement. Ma vie jusqu'à récemment était un peu à l'image de cette ville. Tranquille, bien rangée, sans vagues. Je travaille depuis plus de 10 ans dans la même entreprise, une boîte de services informatiques de taille moyenne. J'y suis entré à la fin de mes études, un peu par hasard, et j'y suis resté par confort. Mon poste, c'est Responsable Communication et Bien-être au travail. Un titre un peu pompeux, je vous l'accorde. En gros, mon boulot, c'est de m'assurer que l'huile coule bien dans les rouages humains de l'entreprise. J'organise les événements d'équipe, je rédige les newsletters internes, je gère l'accueil des nouveaux. Bref, je suis la personne vers qui on se tourne quand il y a un petit souci, ou quand on veut fêter une bonne nouvelle. Et je dois dire que j'aimais ça. J'ai toujours été de nature enjouée. La collègue qui amène les croissants le vendredi, celle qui se souvient des anniversaires de tout le monde, celle qui met des emojis et des points d'exclamation partout dans ses mails pour que ça ait l'air plus sympa. On me surnommait le rayon de soleil du 3e étage. C'était un peu cliché, mais ça me correspondait bien. Pour moi, la bonne humeur c'est contagieux, et dans un open space parfois un peu gris, un sourire, même par mail, ça peut changer une journée. Ma vie personnelle était aussi très simple. Je suis célibataire, sans enfant, mais avec un cercle d'amis proches, et surtout, il y avait ma mère. Ma maman, c'était mon pilier, mon roc. On s'appelait tous les jours. Elle était la seule personne qui pouvait me calmer quand j'étais stressé, ou me faire rire aux larmes avec une simple anecdote. On partageait tout. C'était ma meilleure amie. L'environnement de travail, lui, était un peu à double tranchant. Des collègues en or, vraiment, solidaires, drôles, compétents. Mais il y avait une ombre au tableau. Une grosse ombre. Mon chef. Appelons-le Dubois. Dubois, c'était le directeur de l'agence. La cinquantaine, toujours tiré à 4 épingles, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il était le genre de manager qui confond autorité et tyrannie. Pour lui, les employés n'étaient pas des personnes, mais des ressources. Des chiffres sur un tableur Excel. Il était exigeant, cassant, et n'admettait jamais ses erreurs. Pendant 10 ans, j'ai navigué dans ces eaux troubles en utilisant ma meilleure arme, ma positivité. Je désamorçais ses colères avec des sourires, je répondais à ses mails secs par des formules pleines d'enthousiasme. Ça fonctionnait, plus ou moins. Il me laissait tranquille, me voyant comme l'Aldi Sophie inoffensive. Et ça me convenait. Je faisais mon travail, je gardais une bonne ambiance avec mes collègues, et je rentrais chez moi le soir en laissant Dubois et sa négativité à la porte du bureau. C'était mon équilibre, un équilibre fragile mais un équilibre quand même. Et puis, cet équilibre a volé en éclats. Tout a commencé il y a quelques mois. Ma mère est tombée malade. Un cancer, de ceux qui ne préviennent pas, et qui ne laissent aucun espoir. Du jour au lendemain, ma vie a basculé. Mon quotidien s'est transformé en une succession d'allers-retours à l'hôpital. De nuits blanches à guetter sa respiration. De conversations murmurées, où l'on essayait de se raccrocher à des souvenirs heureux. Au bureau, j'ai fait de mon mieux pour tenir le coup. J'ai expliqué la situation à Dubois, sobrement. Je ne demandais pas de pitié, juste un peu de compréhension si j'étais moins disponible ou si je devais partir en urgence. Sa réponse a été un simple hochement de tête, dénué de toute émotion. Pas un mot de soutien. Pas un « comment ça va ?» Point. Rien. Juste un regard qui semblait déjà calculer l'impact de la situation sur les plannings. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Je jonglais entre mon travail, où je devais continuer à afficher un visage souriant, et l'hôpital, où je voyais ma mère décliner de jour en jour. Mes collègues ont été incroyables. Ils prenaient des nouvelles, couvraient mes absences, me protégeaient comme ils le pouvaient de la pression de Dubois. Et puis, le jour que je redoutais est arrivé. Ma mère s'en est allée. Le chagrin était immense. Un océan noir qui a tout emporté. J'ai pris le congé deuil auquel j'avais droit. 1 semaine. Une misérable petite semaine pour dire adieu à la personne la plus importante de ma vie. Quand je suis revenu au bureau, j'étais une coquille vide. Le rayon de soleil s'était éteint. Je marchais comme un automate, le regard dans le vague, le cœur en miettes. Mes collègues étaient prévenants, respectueux. Ils comprenaient mon silence. Dubois, lui, m'a convoqué dans son bureau le jour même de mon retour. Je me suis assise en face de lui, les mains tremblantes sur mes genoux. Je m'attendais à ce qu'il me présente ses condoléances, même par pure formalité. Une phrase toute faite, apprise dans un manuel de management. Il m'a regardé, avec son air impatient habituel, et a tapoté sur une pile de dossiers sur son bureau. « Bon Sophie, a-t-il commencé. J'espère que vous êtes de nouveau opérationnelle.
Votre absence a créé pas mal de retard sur le projet Alpha. J'ai accusé le coup, sans rien dire. Je n'avais pas la force de répondre. Il a dû sentir mon silence pesant, car il a soupiré, comme si j'étais un enfant capricieux. Et c'est là qu'il a prononcé la phrase qui a tout fait basculer. Écoutez, je sais que c'est difficile, mais il va falloir vous en remettre maintenant. Sa mort nous a créé du travail en plus, et on ne peut pas se permettre de prendre encore du retard. Sa mort nous a créé du travail en plus. Le monde s'est arrêté. J'ai levé les yeux vers lui, et pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était. Pas juste un mauvais chef, un monstre. Un homme incapable de la moindre once d'humanité. Il venait de réduire la perte de ma mère, mon chagrin immense, à une simple perturbation dans son planning. Une ligne de plus dans son tableau de bord des risques. Sur le moment, je n'ai rien ressenti. Juste un grand vide froid. Je me suis levé, j'ai dit « entendu » et je suis sorti de son bureau. C'est en retournant à ma place, en m'asseyant devant mon écran noir, que la rage est montée. Une rage froide, silencieuse, mais d'une puissance que je ne me connaissais pas. C'était la goutte d'eau. Non, c'était le déluge. Et le dos de mon chameau venait de se briser en 1000 morceaux. Les jours qui ont suivi ont été un supplice. Chaque matin me lever pour aller travailler était une épreuve. Le bureau, qui avait été mon refuge pendant 10 ans, était devenu une prison. Chaque couloir, chaque sonnerie de téléphone, chaque « bonjour » forcé me rappelait l'humiliation que j'avais subie. Dubois, lui, agissait comme si de rien n'était. Pire, il semblait vouloir rattraper le temps perdu. Les mails pleuvaient, les deadlines étaient de plus en plus courtes, et il me mettait une pression constante. Il me demandait de préparer des présentations motivantes pour les équipes, d'organiser un after-work festif pour célébrer un nouveau contrat. C'était d'une ironie cruelle. Il voulait que je continue à jouer mon rôle de géo de l'entreprise, alors que mon monde intérieur n'était que ruine. Au début, j'ai pensé à tout plaquer. Partir en claquant la porte, lui jeter ses 4 vérités au visage. Mais la réalité m'a vite rattrapé. J'ai 38 ans. Un loyer à payer à Angers, des factures. On ne retrouve pas un travail comme ça, surtout dans mon domaine. Et puis, au fond de moi, une autre idée commençait à germer. Partir aurait été une fuite. Ça aurait été lui donner raison, lui donner le dernier mot. Et ça, c'était hors de question. Alors j'ai commencé à chercher un autre poste, discrètement. Je mettais mon cheveu à jour le soir, je passais des entretiens pendant ma pause déjeuner. Mais je savais que ça prendrait du temps. Des semaines, peut-être des mois. Et en attendant, je devais survivre. Je devais continuer à cohabiter avec cet homme. La tension montait chaque jour. Il me faisait des remarques passives-agressives en réunion, du genre « Sophie, un peu d'enthousiasme s'il vous plaît, on n'enterre personne ». Il l'a vraiment dit. Devant tout le monde. Personne n'a osé réagir, mais j'ai vu le regard de mes collègues se baisser gênés. Moi, je restais de marbre. À l'intérieur, je bouillais, mais à l'extérieur, plus rien. Le masque de la gentille Sophie se fissurait, remplacé par une neutralité glaciale. Je sentais que je perdais pied. Le chagrin de la perte de ma mère était déjà si lourd, et cette hostilité quotidienne au travail l'amplifiait. Je ne dormais plus. J'ai commencé à douter de moi, de mes compétences. Il était en train de détruire ce qui me restait de confiance en moi. Il me volait non seulement ma joie, mais aussi mon deuil. Il me forçait à mettre mon chagrin de côté pour répondre à ses exigences absurdes. C'en était trop. Le déclic est venu un mardi matin. Un mardi gris et pluvieux, tout à fait raccord avec mon humeur. J'étais assise à mon bureau, en train de rédiger un mail à Dubois pour lui confirmer que le planning pour le séminaire d'entreprise était prêt. Machinalement, j'ai tapé ma phrase de conclusion habituelle. Celle que j'écrivais des dizaines de fois par jour depuis 10 ans. Je te souhaite une excellente journée. Mes doigts étaient sur le point d'appuyer sur la touche majuscule et le point d'exclamation. C'était un réflexe. Un automatisme. Et là, je me suis arrêté net. Ma main est restée suspendue au-dessus du clavier. Excellente journée. Ces 2 mots, si anodins, m'ont soudain paru monstrueux. Une insulte. Une trahison envers moi-même. Comment pouvais-je souhaiter une excellente journée à l'homme qui avait piétiné mon deuil? Comment pouvais-je encore lui offrir cette parcelle de chaleur, cette fausse gaieté qu'il ne méritait absolument pas? C'était ça, mon erreur. Depuis 10 ans, je lui donnais quelque chose gratuitement, mon énergie positive. Mon rôle de « rayon de soleil » était une forme de travail émotionnel non rémunéré, et il s'en était servi, il l'avait tenu pour acquis. Et quand j'étais au plus bas, non seulement il ne m'avait rien donné en retour,
mais il m'avait puni de ne plus pouvoir lui fournir sa dose de bonne humeur. J'ai regardé mon écran. J'ai regardé cette petite phrase joyeuse. Et j'ai compris. Je ne pouvais pas l'attaquer de front. Je ne pouvais pas crier, ni l'insulter. Ce n'était pas moi. Et ça me mettrait en tort. Mais je pouvais lui reprendre ce qu'il croyait lui être dû. Je pouvais fermer le robinet. Mon plan est né à ce moment-là. Un plan simple, silencieux, presque invisible, mais diabolique. J'allais continuer à être poli. J'allais continuer à être professionnel. Mais j'allais devenir neutre, froide. J'allais lui retirer tout signe de chaleur humaine. Et le symbole de cette chaleur, le premier soldat à tomber, ce serait lui. Le point d'exclamation. J'ai effacé le « tout en simpant ». J'ai mis un point. Un simple point, sec et définitif. Je te souhaite une excellente journée. La phrase sonnait complètement différemment. C'était distant, froid, presque menaçant dans sa sobriété. J'ai relu le mail une dernière fois. J'ai senti un sourire se dessiner sur mes lèvres. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était un sourire de pure satisfaction. La partie d'échecs venait de commencer. Et j'avais décidé de jouer avec les pièces blanches. La vengeance a commencé doucement. Le premier mail est parti avec son simple point final. J'ai presque entendu le silence qu'il a provoqué en arrivant dans sa boîte de réception. Au début, je ne pense pas qu'il ait remarqué. Ou alors, il a mis ça sur le compte de ma tristesse. Mais j'ai été constante. Implacable. Fini les pendules. Bonjour à tous. C'était devenu. Bonjour. Fini les constantes. Merci beaucoup. C'est super. Un passy qui est manin. C'était devenu. Je vous remercie. C'est noté. Point. Fini les constants. Bonne fin de journée. C'était devenu. Cordialement. Point. Chaque mail que je lui envoyais, ou dans lequel il était en copie, était chirurgicalement débarrassé de toute trace d'enthousiasme. Plus d'émojis. Plus de formules chaleureuses. Juste des faits, de la politesse formelle, et des points. Partout. Des points comme des petites pierres tombales à la fin de chaque phrase. La première semaine, rien. La deuxième semaine, j'ai commencé à sentir un changement. Dubois, qui n'utilisait jamais de ponctuation expressive, a commencé à en mettre dans ses réponses. Comme pour me provoquer. Je lui envoyais. Le rapport est en pièces jointes. Cordialement. Sophie. Il répondait. Il était temps, j'en ai besoin pour hier. Je pouvais presque le sentir s'agiter dans son bureau, de l'autre côté de l'open space. Il me fixait parfois par-dessus son écran d'ordinateur, avec un air interrogateur. Je ne lui rendais jamais son regard. Je restais concentré sur mon travail, le visage parfaitement neutre. La troisième semaine, c'est devenu flagrant. Mes collègues les plus proches ont commencé à le remarquer. Marion du service compta est venue me voir à la machine à café. Dis donc Sophie, t'es en mode robot dans tes mails en ce moment. Tout va bien ? Je lui ai fait un petit sourire, le premier vrai sourire complice depuis longtemps. Je suis juste professionnelle Marion, très professionnelle. Elle a compris tout de suite. Elle a jeté un regard vers le bureau de Dubois et a étouffé un rire. Le fait que les autres le remarquent a rendu ma petite guerre encore plus délicieuse. Car Dubois aussi sentait que les autres le remarquaient. Il savait que mon changement de ton était visible, mais il ne pouvait rien y faire. Comment se plaindre ? Ma collaboratrice n'utilise plus de point d'exclamation ? Il passerait pour un fou. Il était piégé. Il est alors entré dans une phase frénétique. Ses propres mails sont devenus une débauche de points d'exclamation. C'était presque comique. « Sophie, il faut boucler ce dossier pour midi. C'est une urgence absolue. » À quoi je répondais, imperturbable. « Bonjour. Je prends note de l'urgence. Le dossier sera prêt pour midi. » Cordialement. Sophie. C'était un duel silencieux, une joute psychologique dont j'étais la seule à connaître les règles. Chaque point que je tapais était une petite victoire. C'était ma façon de lui dire « Tu as voulu me briser, mais tu ne m'auras pas. Tu as voulu me réduire au silence, mais mon silence est devenu mon arme. » Le point culminant a été atteint lors d'une réunion de direction. Dubois présentait les résultats trimestriels et il a projeté un de mes mails au tableau, comme exemple de communication sur un projet. C'était un mail factuel, professionnel. Et terriblement plat. Devant tout le comité de direction, il a laissé le mail affiché et il a dit avec un rire forcé « Comme vous le voyez,
L'ambiance est très dynamique en ce moment dans les communications, n'est-ce pas Sophie? Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était sa tentative de m'humilier publiquement, de me forcer à réagir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas souri. J'ai gardé mon visage impassible. Et j'ai répondu, d'une voix calme et posée. Mes communications sont claires, concises et professionnelles. C'est ce que vous attendez de moi, je crois. Un silence de mort est tombé dans la salle de réunion. Dubois est devenu blême. Il avait perdu. Il avait essayé de m'entraîner sur son terrain, celui de l'humiliation publique, et je l'avais battu avec l'arme qu'il méprisait le plus. Un professionnalisme glacial. Il a bafouillé quelque chose, et a changé de diapositive en vitesse. À ce moment-là, j'ai su que j'avais gagné. Je l'avais brisé, non pas avec des cris ou de la colère, mais avec une simple absence de ponctuation. Après cet incident en réunion, Dubois a changé. Il n'a pas arrêté ses tentatives, mais elles étaient devenues désespérées. Ses mails criblés de points d'exclamation étaient devenus un sujet de moquerie discret dans l'entreprise. Il semblait nerveux, agité. Il avait perdu son assurance. Ma résistance passive, ma froideur constante, l'avaient déstabilisé bien plus qu'une confrontation directe ne l'aurait jamais fait. Il ne contrôlait plus la situation, et pour un homme comme lui, c'était le pire des supplices. De mon côté, cette petite vengeance m'a donné la force de tenir. Elle m'a permis de reprendre le contrôle sur une situation où je me sentais totalement impuissante. Chaque jour, en appliquant mon plan, je me réappropriais ma dignité. Je ne laissais plus sa toxicité m'atteindre. J'avais construit une forteresse de neutralité autour de moi, et il s'épuisait à essayer de la percer. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une offre. Un poste formidable, dans une association culturelle en plein cœur d'Angers. Mieux payé, plus intéressant, et surtout, dirigé par des gens qui parlaient de bienveillance et le pensaient vraiment. J'ai accepté sans une seconde d'hésitation. Mon dernier jour est arrivé. J'ai fait le tour des bureaux pour dire au revoir à mes collègues. Il y a eu des étreintes, des promesses de se revoir. C'était un moment doux amer. J'étais triste de les quitter, mais immensément soulagé de partir. Il me restait une dernière chose à faire. Envoyer mon mail de départ à toute l'agence. J'ai écrit un texte chaleureux pour mes collègues, plein de souvenirs et de remerciements sincères. Et puis, j'ai écrit un mail séparé, juste pour Dubois. C'était mon chef-d'œuvre final. L'objet était simple, fin de contrat. Le corps du mail était encore plus simple. Monsieur Dubois, je vous informe par la présente de la fin de ma période de préavis ce jour. Cordialement. Sophie. Pas de. Merci pour ces 10 années. Pas de. Bonne continuation. Juste la formalité la plus pure, la plus froide. Le coup de grâce. Est-ce que j'ai gagné quelque chose dans cette histoire? Oui. J'ai gagné ma liberté, et j'ai retrouvé mon estime de moi. J'ai aussi perdu l'illusion que la gentillesse est toujours la bonne réponse. Parfois, face à la méchanceté, la meilleure défense n'est pas la gentillesse, mais une indifférence de fer. Est-ce que je le referai? Absolument. Sans hésiter. Ma vengeance n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte qui claque. Mais elle a été profondément satisfaisante. J'ai utilisé les propres codes de l'entreprise, le professionnalisme et la communication écrite, pour retourner la situation à mon avantage. J'ai prouvé qu'on pouvait se battre sans s'abaisser au niveau de son adversaire. Aujourd'hui, je suis épanoui dans mon nouveau travail. Je remets des points d'exclamation dans mes mails, mais seulement quand j'en ai envie, quand c'est sincère. Ils sont redevenus un signe de joie, pas une obligation. Quant à Dubois, j'ai appris par mes anciens collègues qu'il était devenu encore plus paranoïaque et difficile à vivre après mon départ. Apparemment, il scrute désormais les mails de tout le monde, à la recherche de signes de rébellion cachés. Cette histoire m'a appris une chose essentielle. Parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on choisit de ne plus dire. Et parfois, la vengeance la plus douce est un simple point, à la fin de la phrase. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo, et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.